Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre magazine dédié à vos sorties et vos loisirs au sommaire de ce numéro. Après sa fermeture hivernale, le parc France Miniature situé à Elancourt se prépare à sa réouverture. Des animations commencent dès ce week-end. Le corps est à l'honneur à la commanderie des Templiers, sa représentation, son étude médicale et ses mouvements sont au cœur de deux expositions. Et nous recevrons en plateau Jean-Pierre Fiat, membre de Véloski. L'association vous propose une randonnée familiale pour découvrir la circulation douce à Saint-Quentin en Yvelines. Je le disais tout à l'heure, à Elancourt, le parc France Miniature ouvre donc ses portes ce week-end. Et pour en parler, nous recevons en plateau Marianne Edvire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication et du marketing de France Miniature. Alors, les équipes ont travaillé jusqu'à la dernière minute. Est-ce que tout est prêt ? On va dire que tout sera prêt. Les équipes sont encore à pied d'œuvre cet après-midi. Le soleil est avec nous pour les dernières finitions, on va dire. Mais on sera prêt demain matin à 10h à l'ouverture. La saison précédente, il y avait des nouvelles animations. Il y avait un champ de fouilles, il y avait une grotte. Est-ce qu'elles sont toujours présentes ? Alors oui, elles sont toujours présentes. L'évolution du parc France Miniature va dans le sens de plus d'interactivité, plus d'occasions pour les enfants de toucher, de découvrir et de pratiquer tout un tas de choses. Et cette année, on réouvre effectivement avec cette grotte préhistorique, avec le chantier de fouilles, avec différentes occasions sur le parc de pouvoir pratiquer, découvrir et être vraiment acteur de sa visite. En plus, dans cette grotte, les enfants, pour une fois, sont autorisés à dessiner sur les murs. Exactement. C'est à France Miniature qu'on peut dessiner sur les murs, comme les hommes préhistoriques, mais au moyen de tablettes interactives. Il y a ces activités autour des monuments, mais il y a aussi des animations. L'an dernier, vous en proposiez. C'est toujours le cas pour cette année ? Ça sera toujours le cas. Tous les mois, on va aborder une thématique différente. On ouvre avec le printemps autour de la ferme. Et on accueillera dès dimanche un partenaire qui s'appelle la Ferme Rose, qui est une ferme pédagogique itinérante, qui sera à France Miniature dimanche pour présenter le mouton. On va tondre les moutons avec eux, et puis on va récupérer de la laine, et puis faire une petite initiation atelier filage de la laine. Les enfants pourront repartir avec un petit bracelet de laine. Ces ateliers se font librement sur place, ça commencera dimanche après-midi, et donc on invite nos visiteurs à venir se présenter près de nos animateurs pour démarrer les ateliers. Il y a un âge particulier à avoir pour faire ces ateliers ? C'est vraiment adapté à partir de 5-6 ans. Après, venir voir les petits moutons, ça commence même dans la poussette. Pour les ateliers, c'est entrée libre, mais est-ce qu'il faut quand même s'inscrire quand on arrive ? Comment ça se passe ? Il n'y aura pas besoin d'inscription, on les gérera au fil de l'après-midi. On conseille aux visiteurs de venir au départ de leur visite nous rencontrer pour qu'on puisse leur expliquer à quel moment c'est le plus opportun. C'est une volonté de France Miniature de dépasser les monuments aussi, de proposer des activités ludiques aux enfants. Disons que c'est l'occasion de proposer des moyens, des temps d'échange supplémentaires pour les familles. On se rend compte que dans nos vies où tout court, c'est agréable le week-end de passer du temps ensemble et de se poser un petit moment, en plus de la promenade, pour pratiquer, découvrir quelque chose avec ses enfants ou ses petits-enfants. Puis cette année, la réouverture a une saveur un peu particulière parce que 2016, France Miniature fête ses 25 ans. 25 ans cette année, effectivement, le parc a ouvert en 1991. Alors beaucoup de choses ont évolué, ont changé, des monuments sont arrivés, d'autres sont repartis. On a accueilli ces nouvelles activités pédagogiques et interactives pour faire de ce parc un lieu où vraiment on s'amuse et où on expérimente des choses. Et puis pour fêter ces 25 ans, on a tenu à associer tous les jeunes gens qui fêteront leurs 25 ans ou qui l'ont fêté cette année en 2016 seront les invités de France Miniature. Donc il suffira de se présenter avec un justificatif de naissance en 91 pour pouvoir visiter gratuitement France Miniature toute cette saison. Et toute la saison, les Saint-Quentinois seront aussi mis à l'honneur avec un tarif préférentiel. Tout à fait. Le nouveau territoire élargi de Saint-Quentin en Yvelines pourra bénéficier sur présentation de la même manière d'un justificatif de résidence, d'un tarif de moins 25% sur l'entrée pour permettre aux familles et aux grands groupes qui habitent le territoire qui voudraient venir profiter de cette sortie, moins 25% à partir de demain et jusqu'à début juillet. Juste pour faire le point sur France Miniature, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des animations, on parle de monuments, mais quels monuments est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, du nord au sud, on va rencontrer le beffroi de Douai, on va passer près du Mont-Saint-Michel, on peut s'arrêter à Paris entre le Stade de France et la Tour Eiffel. Le château de Versailles, bien sûr, est présent. Et puis en descendant vers le sud, on va traverser l'Auvergne en passant à côté des volcans. On va traverser des petits villages typiques comme le village de Conques par exemple. Et puis sur les bords de la Méditerranée, puisque les fleuves, les mers et les océans sont représentés, on pourra retrouver Saint-Tropez ou les arènes d'Arles par exemple. En une journée, on visite la France à échelle humaine. C'est ça, toute une balade pour découvrir sur 5 hectares 117 monuments, faire un petit passage dans un espace de 8 attractions pour se divertir et se défouler. Et voilà, un joli voyage en une bonne demi-journée, voire une journée. C'est familial, c'est pour les enfants, c'est à partir de quel âge votre site ? Alors c'est vraiment un site tout public, tout le monde y trouve son compte. Le petit enfant qui n'a aucune référence de patrimoine va s'amuser avec les trains ou les bateaux ou les petites voitures qui circulent. Pour reconnaître les monuments, il est vrai qu'à partir de 6-7 ans, ça commence à être vraiment intéressant de pouvoir leur transmettre des messages importants. Merci Marianne Edvire d'être venue en plateau pour découvrir ou redécouvrir les monuments français à échelle humaine. France Miniature ouvre donc ses portes samedi 9 avril. À la commanderie des Templiers, le corps est à explorer sous toutes ses formes à travers l'histoire de la médecine, mais aussi ses représentations. Corps tangibles et corps en images, ce sont 2 expositions à découvrir jusqu'au 24 avril. Sephora Namani vous en donne un avant-goût. Corps tangible et corps en image, 2 expositions en une pour mieux appréhender le fonctionnement du corps humain. La première, réalisée par Escale des Sciences, propose un voyage anatomique qui conduit des représentations antiques du corps à son approche médicale contemporaine grâce à l'imagerie. La star de l'exposition, c'est ce vidéomapping. Le vidéomapping, qu'est-ce que c'est ? C'est un type de vidéo où on travaille de manière très très précise la projection et on a plusieurs niveaux en fait de discours et d'informations projetées. Donc là par exemple, vous pouvez voir sur le corps vraiment ce que l'on voit avec chacune des techniques d'imagerie médicale, c'est-à-dire ici il y a 4 techniques d'imagerie médicale qui sont présentées, les rayons X, la résonance magnétique, les ultrasons, radioéléments et fluorescence, donc il y en a 5. L'expérience se poursuit avec l'exposition Corps tangible, 4 œuvres numériques comportementales invitent le visiteur à jouer avec l'ombre de son corps pour créer en direct des visuels géants qui s'affichent sur écran. Pour ce faire, on utilise des éléments de jeux vidéo des Kinect. Là, cette fois-ci, on expérimente, on le vit, on est vraiment dans des œuvres projetées. Ce sont des grands systèmes d'images projetées immersives dans lesquels le visiteur peut interagir. C'est-à-dire qu'il passe dans un espace et là, en fait, son image est captée et elle est traitée au niveau artistique et hop, dans la projection, on voit son image qui est alors interprétée. En marge de cette exposition, des mini-ateliers permettent de découvrir l'intérieur du corps. En parallèle de ces 2 expositions, l'Atelier des sciences et les itinéraires poétiques de l'agglomération vous proposent 2 rendez-vous liant corps et poésie. Le samedi 9 avril à 14 h, Yves Gaudin, poète et rhapsode en résidence à Saint-Quentin en Yvelines, déclamera des textes dans une approche sensorielle et sensible. Et si vous souhaitez prolonger l'instant poésie d'Yves Gaudin, l'artiste vous invite à partir de 15 h 30, toujours le samedi 9 avril, à le suivre au cœur des expositions pour des lectures impromptues. Vous pourrez notamment découvrir le rapport entre le patient et son médecin. À l'espace Richaud de Versailles, c'est Jiro Taniguchi qui est mis à l'honneur. Il est l'un des auteurs japonais les plus appréciés des lecteurs européens. La première traduction française de L'homme qui marche fête cette année ses 20 ans, un sujet de Sephora Namani. Il est l'un des mangaka les plus connus en France et en Europe avec une trentaine d'albums. Jiro Taniguchi, 20 ans déjà que son œuvre est traduite en français, depuis L'homme qui marche sorti en 1999. En 40 ans de carrière, l'artiste a su conquérir un public intergénérationnel grâce à la diversité des thèmes traités. Il a commencé comme plein d'auteurs japonais en faisant son apprentissage auprès de maîtres et en apprenant à décliner des genres assez traditionnellement identifiés comme le western, comme le polar, comme le récit d'aventure. Et puis petit à petit, il est allé vers des sujets de plus en plus introspectifs, de plus en plus contemplatifs, de plus en plus personnels, et qu'il est un peu le seul au Japon aujourd'hui à aborder de cette manière. Une contemplation orientée vers des thèmes tels que les racines, l'origine, la famille ou encore la nature.
La richesse de son œuvre lui a valu différents prix, tels que le prix Alphard du meilleur scénario 2003 et le prix du dessin 2005 au Festival d'Angoulême. Une influence occidentale dans son dessin, illustrée notamment au cours de sa carrière par sa collaboration avec Moebius. Ce qui est caractéristique dans le travail de Taniguchi, c'est que cet homme, très tôt, et c'est rare chez les Japonais, s'est intéressé à la bande dessinée occidentale. Il a fait la démarche d'aller voir ce que c'était, et ça l'a tout de suite touché, ça l'a inspiré, et son travail est le produit de ça, c'est-à-dire à la fois le produit de quelqu'un qui est un Japonais, hein, donc qui a un style vraiment empreint de ce qu'il y a de nippon chez tous ces auteurs japonais, mais également avec une influence occidentale. Au cours de l'exposition, un documentaire lui est consacré. Il accompagne le retour de Jiro Taniguchi dans sa ville japonaise d'origine, Tottori. On poursuit ce 7-8 Week-end avec notre nouvelle invitée. L'association Véloski vous propose de partir en randonnée avec elle pour découvrir la circulation douce à Saint-Quentin en Yvelines et Versailles ce dimanche. Jean-Pierre Fiat, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau de l'association. La randonnée, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde déjà ? Elle est accessible à tout le monde dans la mesure où on sait bien faire du vélo, qu'on sait freiner, qu'on sait faire du vélo. Mais sinon, elle est ouverte à tout le monde à partir de 8-10 ans. Donc vous visez un public familial ? Un public familial, tout public, on dira, tout public. Et donc c'est une balade qui va durer 2h30 à peu près pour faire 10-15 km. Avec, dans l'ensemble, c'est assez plat. Il y a une petite montée, mais une montée qui sera faite à pied. D'accord. Vous proposez donc un parcours d'une dizaine de kilomètres. Vous partez de la bibliothèque de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Exactement. Et quelle est la suite ? À la suite, donc, nous irons vers le bois de Saint-Cyr, où on appelle le bois de Satori. On suivra, donc, il y a un chemin, il y a des chemins, donc on suivra ce chemin. On aura un point de vue à un endroit, un point de vue sur le château de Versailles, qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, on descendra au plan d'eau des Suisses, et on ira, et ensuite, on refera un petit tour, et ensuite, on reviendra par Saint-Cyr. Et vous concluez de manière, ce rendez-vous sympathique, d'un pique-nique. D'un pique-nique qui aura lieu donc là sur le plan, l'espace vert de l'université. Vous donnez un parcours aux participants ou l'association encadre la randonnée ? On reste en groupe et on encadre d'une certaine façon, mais chacun reste responsable et chacun doit respecter le code de la route quand c'est nécessaire. Pour des questions pratiques, il faut s'inscrire avant de venir ? C'est mieux, ça nous permet de faciliter un peu l'organisation. Ce n'est pas strictement obligatoire. Et donc, il faut s'inscrire sur la messagerie veloski@free.fr. Donc Véloski, V-E-L-O-S-Q-Y. Voilà. Une animation comme ça, c'est le plaisir de randonner, mais on parlait de circulation douce. Vous souhaitez aussi faire découvrir aux gens qu'on peut se déplacer sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Versailles en vélo. Oui, alors on organise ces balades à thème. C'est des balades un peu à thème, parce qu'on a déjà organisé des balades sur Guyancourt. Le thème, c'était les rues avec des noms qui portaient des noms de femmes célèbres. On a été aussi à la colline de la Revanche, etc. Donc c'est pour montrer qu'on peut se déplacer en vélo facilement dans la ville de Saint-Quentin en Yvelines et dans les alentours. Voilà. Donc c'est un des objets de notre association. Et ces balades sont faites pour montrer la faisabilité de ces déplacements. Vous initierez aussi les participants peut-être à des règles de sécurité quand on est en ville, parce qu'on dit souvent aux automobilistes de faire attention aux cyclistes, mais c'est aussi à eux de faire attention. Absolument. Voilà, donc il faut respecter le code de la route, avoir un vélo qui soit bien équipé, en bon état, qu'on soit visible. C'est-à-dire qu'on a des lumières la nuit, qu'on ait éventuellement un gilet jaune. Mm-hmm. Et il est possible aussi, et surtout pour les enfants, avoir un casque. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Et ce week-end, justement, vous demandez aux gens de venir avec quel type de matériel ? Leur vélo, bien sûr. Est-ce qu'il faut qu'ils soient équipés d'autres choses ? Là, vous parliez du casque. Oui, ils peuvent prendre le casque, notamment les enfants.
Les adultes, c'est à leur appréciation. C'est le but de votre association, parce qu'on ne la connaît peut-être pas nécessairement. Est-ce que vous pouvez déjà me la présenter? Véloski, qui c'est et qu'est-ce que Alors, c'est? Véloski fait partie d'une association francilienne qui s'appelle MDB, Mieux se déplacer à bicyclette, qui est donc basée à Paris, qui historiquement est très ancienne. Nous, Véloski, nous avons une dizaine d'années. Et donc, nous sommes rattachés à cette association pour faire la promotion du vélo en ville, le vélo utilitaire, c'est-à-dire que les villes s'équipent bien de pistes cyclables, de moyens pour attacher son vélo en toute sécurité. Voilà, donc c'est la promotion du vélo que je qualifierais utile dans la ville. C'est le cas sur Saint-Quentin? On peut se déplacer assez facilement? Il y a des pistes cyclables sur Saint-Quentin. Il y a encore beaucoup à faire pour faire un réseau qui soit homogène et qui permette d'aller d'un lieu à un autre dans les mêmes conditions de sécurité. Il y a des endroits où la sécurité n'est pas suffisante. Il y a un cas particulier où nous nous battons actuellement, c'est la rue Kessel, qui est en cours de réaménagement et où il n'est pas prévu pour l'instant un aménagement spécifique pour les vélos. Et c'est très dommage. C'est aussi pour ça que vous multipliez les actions. On l'a vu, là, vous faites une randonnée, vous faites des ateliers aussi. Oui, on fait des ateliers. Alors, il y a une autre association que je donne qui fait la réparation de vélos. Ça, il y a un site, elle s'appelle Vicyclette, et on peut aller sur son site. Elle a un site qui lui permet, et on peut savoir où ont lieu ces ateliers de réparation. Vous cherchez à promouvoir auprès du public, mais vous vous rapprochez aussi des élus, parce que ce sont eux finalement qui décident de la mise en place d'une piste cyclable. Oui, bien sûr, et on participe à toutes, quand on peut et quand on est invité, à toutes les études. Notamment, on a participé au schéma directeur de la ville nouvelle, on a participé au plan local de déplacement, et donc chaque fois que nous pouvons donner notre avis, nous le donnons. En tant qu'utilisateurs, c'est-à-dire le fait que tous nos gens font du vélo au quotidien et donc voient les choses un peu différemment par rapport aux aménageurs. Ils peuvent donner des conseils en tout cas. Puis en plus, faire du vélo en ville ne nécessite pas d'être un très bon cycliste. On peut tous en faire. Bien sûr, tout le monde qui sait faire, toute la personne qui sait faire du vélo peut faire du vélo. Il y a toujours ce problème de la sécurité entre les voitures qu'on a sur la gauche et les voitures qu'on a sur la droite qui sont en stationnement, qui peuvent à tout moment ouvrir une portière et ça peut faire des dégâts. Merci Jean-Pierre Fiat d'être venu en plateau pour nous parler de votre association. Et si vous voulez randonner en famille et en vélo avec l'association Véloski, rendez-vous dimanche 10 avril à 10h devant la bibliothèque de l'Université Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt. Comme chaque semaine, les équipes de la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux vous donnent une idée lecture. Pauline Amiette s'intéresse cette fois à Abraham et fils de Martin Winkler. L'ouvrage vous plonge dans l'histoire d'Abraham et de son fils Franz, âgé de 9 ans. Stéphanie, je vais te parler du nouveau roman de Martin Winkler qui s'appelle Abraham et fils. Alors, on va suivre l'histoire d'un jeune père qui arrive avec son fils. Donc le père s'appelle Abraham, son fils s'appelle Franz, et tous les deux débarquent dans un petit village en Beauce. Lui, il a obtenu un poste de médecin. Et donc on va découvrir l'histoire de ce père et de ce petit garçon. Visiblement, ils viennent d'Algérie. Le petit garçon n'a jamais connu sa mère. Il sait qu'il y a eu un accident, mais son père n'en parle jamais et lui, il n'ose pas lui poser trop de questions. Donc voilà, on va suivre l'histoire de ce père et de ce fils. Et à travers l'histoire de la maison, l'histoire du village et les questions que le petit garçon se pose et qu'il va poser à son père, on va aussi s'interroger sur l'histoire française. On est à l'époque du général de Gaulle, donc toutes les grandes histoires, tous les secrets cachés durant l'occupation ressurgissent à cette époque-là. Et voilà, c'est le petit garçon qui nous raconte ça et la maison dans laquelle ils habitent. C'est vraiment un très très beau roman. Il y a toujours cette histoire de médecin, comme Martin Winkler est médecin. Ouais. Voilà, c'est très beau. C'est un médecin de campagne qui emmène son fils dans son histoire. Et toi, ce qui t'a ému, c'est plutôt la relation entre le père et le fils, ouais. Ou l'histoire avec la maison, parce que la maison semble donc être très la présente, maison est très importante, mais ce qui est vraiment très beau, en fait, c'est donc la relation entre le père et le fils, mais surtout
la curiosité et la naïveté de ce petit garçon qui ose se poser plein de questions et qui obtient des réponses soit par son père, soit dans ses lectures, soit en interagissant avec la maison, parce qu'il y a des petits passages secrets. Donc on retrouve beaucoup d'humanité comme on a l'habitude de voir un peu avec Vinclair. Ouais, il y a tout à toujours fait. cette profondeur et cette Vraiment. perception très fine. C'est un très très beau roman. On continue ce 7-8 Week-end, l'émission dédiée à vos sorties et vos loisirs avec une page cinéma. Cette semaine, Cyril Haddad de l'Espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois vous invite dans les salles obscures. On écoute son coup de cœur. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Louis-Ferdinand Céline avec Denis Lavant et Géraldine Paillasse. 1948. Accusé par la justice française d'avoir collaboré avec les nazis, Louis-Ferdinand Céline s'est exilé au Danemark avec sa femme Lucette. Milton Indus, jeune écrivain juif américain, qui l'admire et le soutient avec ferveur, le rejoint au fin fond de la campagne danoise avec l'intention de tirer de leur rencontre un livre de souvenirs. De la confrontation entre les deux hommes, personne n'en sortira indemne. Le film relate de façon admirable les tensions qui habitent cet homme ô combien singulier. Excellent médecin et quasi fou, géant littéraire d'une intelligence supérieure et monstrueusement antisémite. Le film est quasiment un huis clos qui brille par l'ambiguïté du jeu des deux acteurs principaux. La mise en scène sobre et quasi théâtrale donne un côté fascinant à cette œuvre cinématographique. Coup de chapeau au comédien Denis Lavant qui interprète magistralement le rôle de Céline. Louis-Ferdinand Céline est à découvrir cette semaine à l'Espace Philippe Noiret. Mais qu'est-ce que c'est la littérature? Le contraire de la vérité. On poursuit avec vos avis sur les sorties de la semaine. C'est au micro de Camille Lambert et Guillaume Lesquer. C'était pas mal. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Oui, c'était pas mal. On change d'époque, mais c'est toujours les mêmes blagues. Quoi. Voilà, quoi. Ça change d'époque. Non, c'est sympa, il y a quelques trucs drôles, mais bon. Change d'époque, on change de costume. Bien subtil, beaucoup de non-dits, et donc une large place à l'imagination, je trouve. Super. J'ai beaucoup aimé les passages en reclus dans le Vercors des philosophes ou futurs philosophes allemands, ainsi qu'Isabelle Huppert qui se ressource à leur contact. Puis la place pour le chat, Pandora, est très très bien accueillie dans le Vercors aussi, donc c'était important ça aussi. Avant de conclure notre page cinéma, un dernier rendez-vous à noter. Le Ciné 7 d'Elancourt accueille samedi 9 avril à 18h l'équipe du film Fleurs du futur d'Obra Voda. Vous pourrez y découvrir le rôle des petits cycles de l'eau et de la gestion des sols à l'échelle locale et mondiale. On regarde un extrait. La mauvaise gestion de l'eau à l'ère industrielle et notre modèle de développement ont fini par provoquer l'assèchement mondial des terres et de l'atmosphère. La modification de la surface de la planète par les activités humaines a atteint un point critique. Qu'elle compose du jazz ou de la pop, Brisa Rocher propose des morceaux aux sonorités puissantes et électroniques. Elle est sur scène le samedi 9 avril à 20h30 à la batterie de Guyancourt. Elle était l'invitée de Sephora Namani lors du kiosque du 6 avril. On l'écoute. Je suis profondément américaine dans ma perception des morceaux qui sont souvent assez courtes, assez 4/4, assez pop finalement. Ça c'est peut-être un peu plus américain que le format français qui suit les textes et qui peut aller ailleurs. Personne n'a entendu cet album encore et à la batterie je vais justement jouer avec mon groupe des morceaux du nouvel album. Donc c'est un moment où on peut avoir une petite image de ce que ça va être et même pour nous c'est tout nouveau, donc on est très excités. Everybody knows what's on wheels can still be home. You said you'd stay, but I know you're bound to roam. Baby, each one of us is moving. I move you, you move me. We'll move far and close so we'll stay free. Far and close so we'll stay free.
Et toujours le samedi 9 avril, c'est la 22e édition de Fréquence Grenouille. Comme chaque année, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous invite à découvrir le triton crété, une espèce menacée particulièrement protégée sur l'île. L'événement est gratuit et débute à 14h, mais les inscriptions sont obligatoires. Et on termine notre 7-8 week-end avec de l'humour. Le Café de la Plage à Maurepas accueille 2 artistes samedi 9 avril à 20h30. Karl Laforêt dénonce avec légèreté et dérision toutes ces petites manies de notre quotidien au travail. Anaïs Tempère, le Breton, elle, vous plonge dans un entretien d'embauche collectif cocasse et déjanté. Regardez. Pour réussir à optimiser votre temps, planifiez, déléguez. Pour ça, moi, j'ai trouvé le bon équilibre. Mon équipe travaille tout le temps et moi, jamais. Je plaisante. Enfin, dernier point. Voilà, j'ai oublié les clés de ma maison dans la voiture. Ouais. Non, mais j'ai aussi oublié les clés de ma voiture dans ma maison. Ah d'accord. Alors, un petit point quand même peut-être sur l'annonce sur le poste à pourvoir. Oui, présentation d'entreprise, présentation personnelle, qui suis-je? J'imagine que beaucoup se posent la question. Alors, je m'appelle... Agnès Flution. Je suis arrivée dans l'entreprise il y a maintenant 9 ans en tant que simple stagiaire et je suis aujourd'hui ni plus ni moins que la numéro 2 de la surpipe. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, passez un excellent week-end.